Bonjour tout le monde. Mon nom est Dr. Mark Weinberg de l'Université McGill. Je suis ici pour Viro Channel. Et notre invité aujourd'hui est Dr. Régent Thomas de la clinique L'Actuelle à Montréal. Donc, bonjour Régent. Bonjour. Donc, j'ai quelques questions, effectivement, que je voudrais poser concernant ce que tu as appris à cette conférence mondiale sur le sida. D'accord? Nous sommes ici à Melbourne, en Australie, pour la 20e conférence mondiale sur le sida et le VIH. Donc, il y a beaucoup de progrès reliés à la prévention et effectivement l'utilisation des médicaments pour ne pas être infecté. Est-ce que tu pourras peut-être discuter ce problème et comment on utilise les médicaments pour éviter une infection? Alors, hier, il y a eu des données extrêmement importantes qui ont été présentées. L'étude la plus importante, c'était IPREX, qui étudiait des milliers d'homosexuels dans différents endroits dans le monde, qui avait démontré une efficacité globale d'à peu près 44. Puis après, on avait découvert que le principal problème relié à ça, c'est que les gens ne prenaient pas leurs médicaments tout le temps. Et plus on découvrait que les gens prenaient leurs médicaments en vérifiant par le sang, toutes sortes de façons, là, on avait un taux de réduction du risque jusqu'à 92. Alors, c'était très, très élevé, mais la question était toujours, bon, il faut quand même prendre un médicament tous les jours, c'est dans un contexte de recherche. Et là, à la fin de la recherche, ils ont suivi pendant 72 semaines, je pense, à peu près 1600 patients, hommes homosexuels non infectés par le VIH, pour voir comment, dans la vraie vie, comment ils allaient se comporter. Et là, on a eu des données extrêmement intéressantes. D'abord, le plus important, parce que les gens nous ramènent souvent ça, il n'y a pas une augmentation de risque sexuel. Les gens ne prennent pas ça en se disant OK, je vais prendre des risques sexuels maintenant. Les gens restent concernés par l'inquiétude du VIH, et ça, c'est important. Ils savent que ça ne protège pas contre les autres ITS. Et il y a même des gens qui, après ça, étant donné qu'ils ont eu plus de counseling aussi, qui se protègent plus. Ça, c'est important. Et là, on a vu, donc on disait, il faut prendre le médicament tous les jours. Alors là, on a vu que même les gens qui n'étaient pas complètement adhérents, donc les gens qui prenaient 2 ou 3 fois par semaine, il y avait un succès d'environ 90 de réduction du risque, ce qui était énorme. Et ceux qui prenaient au moins 4 fois par semaine, il n'y a eu aucune infection après. Donc, une réduction du risque de 100. Donc, les gens qui ne prennent pas leurs médicaments à chaque journée, mais que 4 ou 3 fois par semaine, Idéalement, sont 4. aussi protégés à cause de la demi-vie des médicaments dans la circulation? Ben, probablement. Ils n'ont pas du tout expliqué la raison. Donc, ceci établit une bonne rationale pour l'étude hypergay que nous faisons aussi à Montréal? Ben, Dr. Molina a présenté l'étude Hypergay parce qu'il y a une question, il y avait une question d'éthique avec Hypergay, parce qu'Hypergay, c'est avec un placebo, OK? Comme on sait que le Truvada marche, est-ce qu'on peut donner un placebo? Il faut bien comprendre que les gens qui participent à Hypergay, ils ont un super counseling, ils sont super hauts. Et le seul fait de participer à Hypergay réduit le risque déjà de contracter le VIH parce qu'ils sont beaucoup plus informés, éduqués que les autres. Et effectivement, il n'y a eu aucune question éthique sur le projet Hypergay parce que c'est une question importante. Est-ce que, alors, pour les gens qui ne connaissent pas Hypergay, on va comparer un placebo avec, au lieu de prendre le comprimé tous les jours, on prendrait le comprimé avant la relation sexuelle et 24-48 heures après la relation sexuelle, ce qui serait beaucoup plus intéressant parce que, d'abord, moins de toxicité à long terme, moins coûteux, parce que le traitement tous les jours, il est quand même dispendieux, 700 par mois environ, moins coûteux, moins de risque d'avoir des effets secondaires et probablement plus acceptable par la communauté. Parce qu'actuellement, c'est pas quelque chose qui est très bien accepté par la communauté des hommes homosexuels. Il y a beaucoup de stigmatisation et ça, il y a eu une autre étude présentée là-dessus qui démontrait que si les gens les gens qui refusaient de prendre du Truvada en prévention, une des raisons, c'est qu'ils avaient peur d'être stigmatisés comme ayant beaucoup de comportements à risque, alors qu'ils n'en ont pas nécessairement plus, ou comme ils avaient peur d'être décrits comme séropositifs. Donc, il y a encore beaucoup de travail au niveau de la stigmatisation. Je pense ce qui est important qui ressort ici, c'est après la déclaration de l'OMS aussi, qui recommande l'utilisation du Truvada chez les hommes homosexuels, chez tous les hommes homosexuels. Je pense qu'il y a des nuances à faire.
c'est pas chez tous les hommes homosexuels, mais il est sous-utilisé. On a un outil extrêmement important dans la lutte à la prévention. Idéalement, si on peut avoir ce traitement-là, beaucoup moins coûteux, je pense que les gens, même s'ils ne le payent pas, il y a une responsabilité sociale. Imagine si ce traitement-là, Marc, était à 30 par mois. Tu sais. Je pense qu'on pourrait tellement prévenir d'infections parce qu'il y a une augmentation de 12% du VIH dans la prévalence des hommes homosexuels dans le monde, particulièrement dans les pays riches, alors qu'on voit une baisse ailleurs, dans les pays pauvres, entre autres. Donc, c'est quelque chose qu'il faut vraiment travailler euh, dans les années à venir. Oui. Autre chose concernant la prévention? Une autre chose qui a été super intéressant, c'était un atelier. Alors, le magazine prestigieux Le Lancet a pris un groupe euh, de gens, des experts de John Hopkins, de partout, vraiment des scientifiques de haute qualité, et aussi à travailler avec des activistes. Et ça a donné un magazine super intéressant où on a étudié la question du travail du sexe dans la population homosexuelle, dans la population transsexuelle et chez les femmes. Ce qui ressort en général, d'abord, au niveau, bon, réglons tout de suite, la population homosexuelle, ils ont très peu de données. Les gens qui font du travail du sexe dans la communauté homosexuelle, il y a des complexités, ils s'identifient parfois comme gays, souvent s'identifient comme hétérosexuels, donc même dans un questionnaire médical, ne diront jamais qu'ils font du travail du sexe. Donc, il y a très, très peu de données, donc c'est à étudier. La population transsexuelle est très touchée. Jusqu'à 25% des transsexuels peuvent être infectés par le VIH dans beaucoup de pays dans le monde. Et beaucoup de discrimination envers cette population, beaucoup de stigmatisation, un gros travail à faire et pas tant de données que ça non plus. Chez les femmes qui font ordinaire, disons, qui font le travail du sexe, ce qu'ils ont démontré, donc ils ont tout étudié, ce qui se fait depuis 2 ans, tout fait de la revue de la littérature, ce qui s'est écrit sur le sexe scientifiquement, sur le travail du sexe. Et ils sont arrivés à nous présenter beaucoup de choses, mais en résumé, ce qui est frappant, c'est comment parfois on a peu d'informations. Au Canada, tu sais, Marc, on n'a pas d'informations sur la prévalence du VIH sur les travailleurs du sexe. Un peu à Vancouver, où on a parlé de 20% de travailleurs du sexe. Après, il y a toutes sortes de complexités. Il y a la question des travailleurs du sexe qui font l'utilisation de drogue. Mhm. Et là, on a choisi 3 pays, le Canada, le Kenya et l'Inde, et on a particulièrement étudié ces 3 pays-là. On arrive à la conclusion que la brutalité policière est importante dans ces 3 pays, elle est importante partout dans le monde. La violence que subissent les travailleuses du sexe est extrêmement importante et c'est un problème à régler. Euh, on parle parfois jusqu'à 100% des travailleuses du sexe qui ont subi des remèdes, ce qui fait que les travailleuses du sexe ne sont incapables de se rapporter à la police s'ils subissent de la violence parce qu'ils vont être incarcérés, ils vont être incriminés, vont être traités comme des criminels. Même au Canada. Même au Canada, oui. Même au Canada, il y avait beaucoup de commentaires sur la violence qu'ils subissent les travailleuses du sexe. L'autre chose, c'était, alors ça, c'était étonnant, effectivement, même au Canada. On pense que c'est moins pire, mais bon, c'est Au pas... Canada, cette étude a été faite où? Euh, En Colombie-Britannique? les données, oui, le Canada, c'était Vancouver qui était choisi. Donc, on ne peut pas dire pour Montréal ou ailleurs, là, mais c'était Vancouver. Il semblait avoir beaucoup de pression, de brutalité policière aussi. L'autre chose qu'on a démontré, c'est... Alors ça, c'est intéressant parce que tu sais que la Cour suprême vient de faire un jugement qui recommande de décriminaliser la prostitution ou en tout cas de voir comment on peut mieux protéger les travailleurs du sexe. Parce qu'il faut que les gens, la population comprennent, si on criminalise les travailleuses du sexe, qu'est-ce qu'on fait? Elles se cachent pour faire le même travail.
Et si elle se cache, moins d'utilisation du condom. Dans de nombreux pays, les policiers confisquent les condoms aux travailleuses du sexe. Imagine. C'est complètement stupide. Ouais. Donc, elles se cachent pour faire du travail du sexe. Elles prennent plus de risques, elles sont plus violentées et on arrive à des mauvais résultats. Et ils ont présenté, donc, avec ce qui se passe au Canada, qui est actuellement intéressant, le Canada est en train d'utiliser le modèle suédois qui criminalise le client. Et ces experts-là nous ont dit hier que le modèle suédois qui criminalise les clients est le pire modèle, aussi pire que les modèles qui criminalisent totalement tout. Donc, c'est vraiment un modèle à éviter. Il faut criminaliser personne, effectivement. Et il y a un modèle qui est le modèle néo-zélandais que je pense que le Canada pourrait étudier, qui est le modèle qui est basé sur la question des droits humains, le respect des travailleuses du sexe, accès à des soins de santé, accès à des services de santé, collaboration totale avec la police. Donc, ce qui fait qu'elles peuvent refuser des clients. Si elles sont violentées, elles peuvent aller rapporter à la police. Elles ne sont pas obligées elles utilisent le condom, elles sont mieux entourées et sont donc respectées comme des êtres humains. Et c'est ce qui donne le meilleur résultat. Alors ça, c'était vraiment intéressant parce que la question des travailleurs du sexe dans la prévalence du VIH, il faut bien penser aux clients aussi. En Afrique, en Inde, la transmission du VIH est extrêmement importante via ces réseaux. Et prévenir chez les travailleurs du sexe, c'est aussi prévenir chez les hommes, puis c'est aussi prévenir chez les enfants. Alors, espérons qu'il y aura de progrès aussi à ces différents sujets. Évidemment, nous voulons réduire globalement le nombre de cas d'infection au VIH. Et merci beaucoup, Régin. Merci, Marc.